Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les rendez-vous de la philosophie fêtent leurs 10 ans. Universel en tension, c'est la thématique choisie pour célébrer cette décennie, un thème qui invite à s'interroger dans un monde de plus en plus fragmenté sur le commun de l'humanité. L'occasion de discuter, de débattre les défis et les enjeux qui traversent nos sociétés. Pour en parler, nous recevons ce soir Jean-Baptiste Brenet. Vous êtes philosophe et professeur de philosophie à la Sorbonne. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir, merci de m'inviter. Alors, donc ce rendez-vous de la philosophie qui fête aujourd'hui ses 10 ans, l'occasion de continuer à parler de la philosophie en ces temps modernes. Aujourd'hui, on a l'impression que l'homme est un petit peu prisonnier de son quotidien. Pourquoi c'est important ? Alors déjà, c'est une belle fierté de fêter 10 ans, une belle réussite et merci au public marocain d'avoir été si nombreux chaque fois. Il est très important de penser, surtout en temps de crise comme celle que nous traversons, longue, et le pari de ces rendez-vous, c'est de faire sortir la philosophie de l'université ou des lieux de savoir réservés à une élite et de mettre en quelque sorte la pensée critique, le savoir, la science sur la place publique pour que tout le monde et surtout la jeunesse s'en empare et vienne débattre collectivement. Que tout le monde ait donc accès à la connaissance. L'universel en tension, c'est le choix de la thématique, en tout cas choisi cette année. Pourquoi cette thématique ? Pourquoi tension et universel ? Nous sommes dans une période qu'on pourrait dire de crise de l'universel. L'universel, c'est ce qui est commun à tout le monde, ce qui vaut pour tous de la même façon et tout le temps. Et pendant longtemps, on a considéré que c'était cela la vérité, la science, le savoir, et qu'on devait tous s'accorder autour de ces valeurs. Mais c'est une notion qui a été mise en crise. Mais la critique qui en a été faite est légitime, mais le risque est potentiellement catastrophique. Donc on est un peu dans un entre-deux. La critique, ça consistait à dire que peut-être que ce qu'on avait présenté comme une vérité de tous et pour tous, c'était en réalité ou recouvrait une volonté hégémonique, quelque chose qui politiquement correspondait à une domination. C'est comme ça que, par exemple, on a pu voir la colonisation. Au fond, l'Europe s'est longtemps présentée comme la porteuse de l'universel, d'une vérité valable pour le monde entier, mais cela recouvrait des ambitions politiques qui se sont fait de plus en plus nettes au cours du temps. Donc il faut critiquer ce désir-là de domination et essayer de donner la parole aux minorités, aux gens qui n'ont pas pu parler, aux paroles oubliées, blessées, et donc faire écho à une forme de pluralité. Mais le risque, en même temps, c'est de casser toute communauté, c'est de faire que les individus revendiquent chacun pour eux-mêmes une parole, ne communiquent plus, ne s'entendent plus, et on basculerait alors dans une forme de relativité ou de relativisme où tout le monde serait disons, imperméable aux soucis et aux désirs des autres. Le risque serait donc de casser cette communauté. Justement, l'humanité peut-elle se doter aujourd'hui d'un projet de valeurs qui soit commune, universelle, sans oublier le pluriel de chaque peuple ? C'est exactement le projet. Il ne faut pas renoncer à cela. C'est-à-dire qu'une humanité qui renoncerait à un élément commun courrait à sa perte. Donc les difficultés, nous les traversons, mais c'est peut-être une période qu'il faut voir aussi positivement, parce qu'encore une fois, on donne à entendre une parole qu'on n'entendait pas, qui fut recouverte pendant des siècles. Mais cette prise en compte de la minorité oubliée doit conduire à rebâtir un projet commun, sans quoi nous sommes perdus. Comment on peut justement repenser et redéfinir ce qui nous unit en tant qu'hommes et communauté universelle donc ? Eh bien, il faut d'abord se rappeler que nous sommes des êtres de sentiments, d'affect, mais aussi de pensée. Nous sommes capables de science, il faut s'entendre autour de la vérité. Donc il faut rappeler, on est dans une période où la question de la vérité est vraiment discutée. Les fake news, c'est notre lot commun aujourd'hui. Et il faut se rappeler ce que c'est que le savoir, les démonstrations, les conclusions, la science. Et il faut s'entendre autour d'un projet scientifique, mais essayer de donner droit aux chemins et aux histoires de chacun, de chaque catégorie, pour que ce ne soit pas un seul groupe qui parle ou prétende parler pour les autres. Est-ce que la philosophie peut garder son questionnement aujourd'hui, à cette époque ? Plus que jamais. C'est précisément dans une époque troublée, dans une époque sans repère, où l'on ne sait même plus si le vrai a conservé sa valeur, que la philosophie reparaît
Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs le succès de ces rendez-vous de la philosophie au Maroc. La philosophie reparaît comme un champ critique absolument indispensable. Discutable aussi. Voilà, bien sûr. C'est le champ de la discussion, d'une forme de contradiction, mais sans violence. Mais le but, c'est de faire émerger un noyau d'entente, un noyau commun. Et il s'impose d'autant plus que, pour l'instant, nous traversons une ère de disputes et de négation des uns et des autres. Vous êtes spécialisé dans la philosophie arabe. Vous avez énormément travaillé sur le personnage d'Averroès, Ibn Rushd, de son nom d'arabe justement. Parlez-nous du contexte historique de ce personnage et de son évolution. Ibn Rushd, en effet, c'est un penseur andalou du XIIe siècle. Averroès, c'est son nom latin, et puis il aura un grand succès en Europe pendant des siècles, ce qui fait qu'on s'en souvient généralement sous ce nom-là. C'est un homme qui était juge et juriste au service du pouvoir almohade au XIIe siècle. Donc toute sa vie, il va servir le pouvoir. Il était médecin aussi, médecin personnel du calife. Il avait remplacé Ibn Tufayl à ce poste. Mais sa caractéristique majeure, même si ça n'était pas une fonction de l'époque, c'était d'être philosophe. Et lui, être philosophe, cela signifiait commenter celui qu'on considérait comme l'incarnation de la raison à l'époque, c'est-à-dire Aristote, qu'il lisait en arabe. Et donc il aura passé sa vie à commenter Aristote en même temps qu'il était juge et médecin. Et ce sont ces œuvres d'Aristote qui seront traduites en hébreu et en latin très rapidement après sa mort et qui lui vaudront un immense succès dans l'Europe occidentale, latine ou chrétienne. Comment la rencontre entre la pensée aristotélicienne, je le prononce bien, et la tradition islamique a façonné cette vision, cette philosophie, on va dire, d'Ibn Rushd? Ibn Rushd, c'est un héritier, non pas seulement d'Aristote, il doit beaucoup, c'est un homme extrêmement cultivé, il maîtrise toutes les sciences de son époque, mais effectivement, en Andalousie, on est au terme d'une expansion de l'empire musulman qui a rapporté une œuvre d'Aristote qui avait disparu du monde occidental. Donc Averroès, il a reçu cet immense corpus de la raison, et lui qui était musulman a essayé d'articuler et de combiner les deux en montrant contre ceux qui pouvaient redouter l'inverse qu'il n'y avait aucune contradiction entre la philosophie et la charia. D'accord, et justement, il conciliait raison et foi. Oui, absolument, c'est-à-dire que pour lui, il y a une seule vérité, et la loi musulmane, aussi bien que la parole aristotélicienne, ou disons la philosophie, ne sont que deux façons d'exprimer une seule et même vérité. Mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. S'il y a des oppositions, elles ne sont que superficielles, littérales, mais l'interprétation permettra d'ajuster les conclusions, et en réalité, un philosophe peut être musulman. La philosophie n'a rien de condamnable au regard de l'islam. Il va même plus loin. Averroès, il dit que, au fond, pour qui connaît bien le Coran, la parole de Dieu enjoint de philosopher. Il est obligatoire pour qui le peut de se livrer à la philosophie. Par conséquent, disons, un monde musulman qui interdirait en son sein la philosophie irait contre lui-même. De belles paroles. De belles paroles, mais qui méritent d'être entendues aujourd'hui, surtout qu'elles émanent d'un homme qui était la plus grande autorité juridique de son époque. Expliquez-nous la notion de double vérité qui est souvent associée à Averroès, justement. En effet, c'est une notion qui apparaît au XIIIe siècle dans le monde occidental latin, et pendant des siècles, disons, on fera d'Averroès le fondateur de cette doctrine, et on en profitera pour lui reprocher du coup d'être un hypocrite, et tous ceux qui le suivent d'être hypocrites aussi. La double vérité, c'est l'idée qu'il y aurait une vérité selon la raison, ou selon la philosophie, ou selon Aristote, et une vérité selon la foi. Qui ne se contredisent pas. Qui se contredisent. La théorie qu'on lui prête, c'est qu'ils se contredisent. C'est-à-dire qu'en réalité, je démontre une chose par la raison, mais je crois le contraire par la foi. Par exemple, par la foi, je pense que Dieu a créé le monde. Avec Aristote, je dis que le monde est éternel. Et on dit qu'Averroès a défendu cette thèse-là, et qu'en réalité, il ne croyait pas, il était donc hypocrite, mais il faisait semblant par prudence de croire, et qu'il était un pur rationaliste. C'est totalement faux. Averroès a explicitement défendu l'inverse, encore une fois, une seule vérité avec deux modes d'expression non contradictoires, mais simplement l'histoire, par une sorte d'ironie malheureuse et tragique,
lui a prêté de défendre l'inverse. Et justement, vous venez de récemment publier un livre sur le sujet que vous appelez Le dehors, dedans, Averroès en peinture, que je montre à mes téléspectateurs, donc c'est la couverture, où vous parlez de ce personnage qui est Ibn Rushd, de son contexte historique. Oui, parce que ce personnage présente une singularité en plus, c'est qu'il a été peint dans la peinture italienne entre le XIVe et le XVIe siècle. C'est très rare de voir un philosophe arabe peint aussi fréquemment, aussi régulièrement dans l'art occidental. Averroès donc a été un personnage clé de l'art italien et je me suis intéressé à ses figurations. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il venait faire là dans des tableaux qui ont été faits en Toscane, à Rome ou en Sicile. Qu'est-ce qu'on avait voulu représenter par là? Et je me suis rendu compte qu'on a idéologisé l'histoire et on l'a souvent représenté comme étant un vaincu au pied de saint Thomas d'Aquin, le saint chrétien triomphant. J'essaye de montrer que c'était une déformation, un travestissement, qu'en réalité, le monde latin, sans la pensée arabe, n'aurait pas eu le visage qu'il a eu, et que donc le monde latin avait une dette considérable à l'égard de la pensée arabe en général et celle d'Ibn Rushd en particulier, mais que, artistiquement, esthétiquement, on a gommé cela et on a voulu donner du savoir arabe uniquement l'image d'un dehors, précisément, d'où le titre, un peu barbare. Le dehors, dedans, voilà. oui. Et moi, mon idée, c'est de dire que ce dehors, il n'est pas dehors, et que Averroès ne se réduit pas à l'islam soi-disant ennemi, et que quand on pense à une logique, disons, des textes, de la culture, et non pas une logique religieuse ou guerrière ou frontalière, on se rend compte qu'il est un personnage clé de l'histoire européenne, et que s'il n'y avait pas eu Ibn Rushd, encore une fois, la pensée occidentale n'aurait pas été ce qu'elle a été. Et donc dans ce livre, vous faites bien le lien entre la philosophie médiévale, donc latine, et la philosophie arabe. Oui, il y a une espèce de dette, d'héritage évident. Même Thomas d'Aquin, d'ailleurs, ne l'aurait pas nié. Tout le monde, à partir du XIIIe siècle, lit Ibn Rushd, devenu Averroès en latin. Tout le monde s'en sert. Il est vrai qu'il est un personnage maudit parce qu'il a des thèses un peu extrêmes en philosophie qui vont faire scandale, mais par ailleurs, c'est un personnage clé de ce qu'on pourrait appeler la culturation européenne, c'est-à-dire la philosophie occidentale a appris sa propre culture par le biais d'un homme comme Averroès, et je crois qu'il faut sans arrêt rappeler cette dette, sans quoi nous resterons des héritiers malheureux d'une histoire qui est amputée d'une grande part de sa vérité. Merci à vous Jean-Baptiste Brenet. Je rappelle Merci. que vous êtes philosophe, professeur en philosophie à la Sorbonne. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité.